Tanné d'être considéré comme un clic sur les réseaux sociaux? Informe-toi sur toutsurlehockey.com. Avec TSLH, t'es pas juste un clic, t'es un lecteur. Toutsurlehockey.com. Tanné de payer ton Internet trop cher? eBox est là pour toi. Avec le code promo PM1736, sauve 25$ sur ta prochaine facture. eBox.com. Tanné de passer 12 heures à ton barbecue pour faire fumer ta viande? Visite barbenoire.com pour consulter toute la gamme de produits d'ici livrés partout au Québec. barbenoire.com. Tanné des pubs? Abonne-toi au Patreon de TSLH pour des épisodes livrés d'avance, sans pub et pour du contenu espoir exclusif et personnalisé. Patreon.com/TSLH podcast. Bon podcast! Présentation de toutsurlehockey.com. C'est la rentrée un peu partout dans les plateformes médiatiques et c'est la même chose pour le TSLH podcast qui, après quelques semaines de vacances, de camping, de temps en famille, de sûrement quelques visites à un endroit familier pour toi, Pascal, et je dis bien l'hôpital, hein, malheureusement. Comme d'habitude. On est de retour sur le TSLH podcast pour en soi lancer la saison 2024-2025. L'épisode qui suit va être en 2 volets pour les membres Patreon. Donc, on va commencer par commenter toute l'actualité qui s'est déroulée durant l'été, dans les dernières semaines en fait. Et puis, la deuxième partie de l'épisode va être strictement exclusive sur Patreon. Donc, c'est la continuité de notre épisode Top 50 des meilleurs espoirs de la Ligue nationale. Donc, ceux qui ne sont pas membres, qui écoutent sur les plateformes publiques, les enregistrements de ces podcasts-là se font en live sur Patreon. Et le Top 50 est disponible également sur Patreon. On offre désormais des forfaits annuels avec un 10% de rabais sur votre abonnement. Puis, on a plusieurs forfaits pour répondre à tous les besoins au niveau des Scouting Reports qu'on offre exclusifs à nos membres. Yes. Donc, voilà, pour ceux qui sont en direct, on est content de vous retrouver. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On va prendre le temps d'y répondre assurément. Pascal, il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant l'été, impliquant notamment les Canadiens. Évidemment, on va y revenir. Mais le premier sujet qu'on peut adresser dans l'actualité de la Ligue nationale, c'est les offres hostiles. Vous comprendrez que durant l'été, on a voulu mettre du contenu sur le Patreon et sur la chaîne YouTube, puis aussi sur les plateformes audio. On a fait des petites capsules quand les sujets sont sortis pour réagir à chaud. Mais dans le podcast, on va jaser de ce qui s'est passé dans la Ligue nationale au niveau des offres hostiles. Dylan Holloway et Philippe Broberg qui prennent le chemin des Blues de Saint-Louis. Offre hostile déposée auprès des Oilers d'Edmonton. Pascal, comment tu as vu cette décision-là du côté des Blues de Saint-Louis et évidemment du côté des Oilers? C'est sûr que c'est ballsy. Moi, j'aime bien le concept des offres hostiles, peu importe si c'était celui-là qui se fait faire une offre ou si c'était lui qui fait une offre.
parce que ça rajoute un peu de chaos dans la Ligue nationale de hockey dans un mois d'août qui est souvent très, très, très pauvre en nouvelles. Cette année, ça a été quand même assez actif, là, peu importe à Montréal ou autre. Là. Mais justement, Saint-Louis sont allés avec 2 offres qui sont, évidemment, le salaire est trop haut pour les 2 joueurs, mais surtout pour Broberg, parce que j'ai jamais été un gros fan de Broberg, mais tu sais, si tu veux absolument l'avoir pour combler un besoin dans ton organisation, je peux comprendre de le payer autant. Ça demeure juste un choix de 2e ronde qu'ils ont donné pour lui, puis un choix de 3e ronde pour Holloway. Pour Edmonton, ben, ils sont allés chercher Podkolzin. Après ça, ils ont échangé Cody Ceci. On se disait que ils vont garder Broberg. Non. En fin de compte, ils sont juste allés chercher Emberson. Je me souviens bien, c'est ça? Ty Emberson, ouais. En tout cas, bref. J'ai bien aimé ce petit entourloupe là, de Saint-Louis, puis je comprends parfaitement Edmonton ne pas avoir matché les offres, avec surtout à cause de Draisaitl qui s'en vient bientôt au niveau de la signature de son contrat, qui va sûrement être faramineux. Darnell Nurse aussi qui est là. Fait que tu sais, je regardais ça un peu loin, puis j'étais comme, peu importe ce qu'ils décident, la première chose, c'est que c'est trop payé cher comme salaire. Puis Edmonton, ils ont Matthew Savoy. Matthew Savoy arrive, peut-être qu'il est prêt pour la nationale de hockey ou pour la Ligue américaine. Je pense pas que la présence d'Holloway change beaucoup de choses pour Edmonton à court terme. Mais à long terme, ça aurait été tannant, mais Savoy, il est plus offensif, là, on va se le dire. Alors, Holloway, c'est pas mal plus un potentiel défensif. C'est pas un boss, là, mais on va être peut-être un peu plus offensif en lui, puis ça n'a pas été le cas. Mais on va se croiser les doigts pour que Savoy se développe bien dans l'organisation des Oilers, qui est quand même pas une organisation qui est réputée pour bien développer. Et on n'a qu'à regarder M. Bourgault. Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis comme... tant mieux pour Saint-Louis, ils sont contents, mais tant mieux pour Edmonton de ne pas avoir signé ces 2 jeunes-là trop cher. Ouais, dans le cas de Broberg, c'est un gars qui a prouvé jusqu'ici que son développement n'est pas rendu à être un joueur de la Ligue nationale. Son développement, il n'est pas terminé, mais... C'est un 6e. C'est ça. Puis tu sais, t'as aussi, on mentionnait les contrats de Leon Draisaitl, mais McDavid aussi, il va falloir lui donner un contrat dans quelques saisons. Je pense que c'est dans 2 ou 3. Puis il y a Evan Bouchard aussi qui va être joueur autonome avec restriction, je crois, l'année prochaine. Fait que tu sais, c'est des gros contrats qui s'amènent. Puis là, t'as Philippe Broberg à 4,5, si je ne me trompe pas, 4,58. Puis là, en plus, avec Broberg signé à un salaire nettement trop haut, t'es comme un peu obligé de le faire jouer dans la Ligue nationale en sachant qu'il n'a pas encore atteint le potentiel nécessaire pour y être. T'ajoutes une pression sur le joueur parce que là, il touche un salaire quand même assez élevé pour son potentiel. Fait qu'il y a des attentes qui viennent avec ça. Il y a des déceptions qui peuvent venir avec ça. Fait que, tu sais, honnêtement, moi, je m'attendais vraiment pas à ce que les Oilers s'alignent sur cette offre-là. J'ai été très surpris qu'on ne s'aligne pas sur Dylan Holloway. Je pense qu'en série, il a offert des bons services sur le bottom six. Il a joué aussi en powerplay de mémoire. Mais quand j'ai vu la transaction de Vasily Podkolzin, je me suis posé la question, est-ce qu'on est en train de préparer le terrain à ne pas s'aligner pour Dylan Holloway? Moi, personnellement, je préfère Holloway. Podkolzin, il a un potentiel offensif peut-être, mais pour l'avoir vu jouer dans la Ligue américaine, il se traîne les pieds, il est lent, il n'est pas impliqué, puis offensivement, honnêtement, je trouve pas qu'il y a un impact, mais pas du tout présentement. Fait que c'est pas pour rien qu'il a pas taillé sa place avec les Canucks. Il peut pas jouer le même rôle que Holloway jouait, t'sais. Podkolzin, c'est un gars offensif. T'espères qu'il soit offensif, hein, quand même un peu. Il peut être physique, mais 0-0 constant à ce niveau-là. Fait que t'as Holloway qui était impliqué, qui était bon défensivement et tout. Fait que 2 millions, oui, c'est trop cher à payer, mais c'est quand même abordable, selon moi. Mais selon leur hiérarchie, ce qu'ils voulaient payer, probablement que ils ont aimé mieux passer à autre chose. Peut-être qu'il n'est pas insulté, mais de toute façon, Stan Bowman. C'est Stan Bowman qui est DG de cette équipe-là. Fait que moi, je m'attends à rien. Stan Bowman. Je m'attends surtout à aucun. Mais je suis curieux de t'entendre là-dessus, par exemple. Tu trouves que, mettons, si on se fie. Là, on parle hockey. Là. On enlève je m'en fous, ce qui s'est passé à Chicago. Là. On est tous conscients qu'il y a eu un très gros manque du côté de Chicago, mais
tu trouves pas qu'avec le travail niveau DG hockey, il a quand même livré la marchandise à Chicago pour construire une dynastie? Il a détruit Chicago. Une fois qu'il est arrivé, ça a juste été en descendant après les victoires. Il n'a pas été capable, un peu comme Ken Holland avec Détroit, n'a pas été capable de tourner le coin puis d'optimiser ses actifs pour vraiment reconstruire comme il faut ou bien juste retool, tu sais. C'est un des... On me disait là, avant qu'il soit congédié, c'était un des DG que, épisode après épisode, je détestais Stan Bowman. Fait que non, je pense pas qu'il va faire un bon... Ken Holland, puis après ça, Stan Bowman, là. Ouh, Mais il y a ça une se chance peut-tu? que Chiarelli, en tout cas lui, là. Chiarelli, ouais. Ouais, Chiarelli, Chiarelli. ouais. Mais tu trouves pas que c'est peut-être juste parce que Stan Bowman n'est pas un DG de reconstruction, mais plutôt un DG d'entretien d'équipe aspirante, si on veut? Donc, un DG qui a la job facile. Ouais. Ben, T'sais, dans un certain sens, oui, mais T'sais, c'est c'est pas comme- toujours facile d'assembler la formation qui gagne la Coupe Stanley quand tu as déjà les outils en place, tu sais, pour le faire. Ben, c'est quand même pas facile, mais c'est ta job quand même de faire en sorte que ton équipe se croule pas. Puis en plus, il y avait des problèmes à l'interne. Fait que tu sais, c'est. Moi, il n'y a pas grand qualité à Stan Bowman. Il faudrait que je fasse l'échelle de toutes ces. L'historique de toutes ces transactions, toutes ces décisions, ces signatures. C'est pas formule. Là. Ce sera à suivre du côté d'Edmonton parce que, tu sais, l'organisation est quand même dans une position où on aspire à la Coupe Stanley, assurément. Oh, oui. Puis, tu sais, pour les prochaines années, tu sais, je veux dire, tout le temps que tu as le duo Draisaitl-McDavid, un peu à l'image des Penguins de Pittsburgh, tu te dois de rivaliser pour la Coupe. Il n'y aura aucun reset qui va se faire, tu sais, tant que ces deux gars-là sont là. Fait que, tu sais, ça va être de voir exactement, tu sais, comment il va placer ses pions, Stan Bowman, pour construire la fameuse dynastie qu'on doit s'attendre des Oilers. Parce que quand tu as un McDavid et un Draisaitl, tu peux pas passer à côté du fait qu'il faut que tu sois une dynastie ou au moins une équipe championne. Non, exact. Puis, tu sais, il y a tout. Tu sais, le noyau est là, pour le défensif, puis devant le filet. Le noyau offensif est là. Il pensait avoir signé, pas Bowman, mais Holland, avoir signé un défenseur du noyau en Darnell Nurse, mais ouf, c'est pas formule là non plus. Fait qu'il se ramasse avec. Tu sais, McDavid puis Draisaitl ont sauvé le cul de plusieurs personnes, selon moi, puis ça va probablement être le cas de Bowman qui va essayer de patcher ici et là. Mais tu sais, sa décision de ne pas avoir signé ces deux-là, je crois qu'elle est bonne, parce que le salaire était trop haut, puis il y a beaucoup de signatures qui arrivent. Désolé. Alright, tombons dans le vif du sujet. La nouvelle qui a alimenté les tribunes, qui a lancé un peu la saison radiophonique et médiatique un peu partout dans la sphère des médias québécois. Céline Dion aux Olympiques? La transaction de Patrick Laine qui s'amène à Montréal. Une transaction qui n'était pas surprenante, mais l'était en même temps. Je m'explique. Ouais. C'est une rumeur qui a circulé énormément. Patrick Laine à Montréal. Elle a été démentie très souvent. Elle a été alimentée aussi de façon agressive. La surprise réside dans le prix. Pascal, ta réaction devant cette transaction-là des Canadiens de Montréal? Ben, je le comprends. Puis, je suis allé revoir. J'ai assez pensé à des épisodes où on a parlé de Patrick Laine dans le passé, mais en tout cas, sauf si des auditeurs s'en souviennent, je n'ai pas trouvé. Mais moi et Matt, on a parlé, moi et toi, en tout cas, bref, pour ceux qui ne sont pas en vidéo, Matt n'est pas là. On a parlé de la valeur de Jordan Harris. Ce que je disais de Jordan Harris, c'était qu'il y avait un marché pour lui parce que c'était un joueur de la nationale de hockey. C'est un défenseur qui était quand même bon dans les deux sens, capable de bouger à rondelle. Mon opinion, c'était vraiment qu'il y a un marché, mais que si tu l'as pour un troisième, un quatrième choix, tant qu'à ça, tu le gardes, tu essaies d'avoir un joueur pour lui. Puis ton opinion, c'était que Harris n'a aucune valeur sur le marché. Puis on a tous les deux raison. Parce que Patrick Laine, visiblement, avait une valeur négative à cause de son contrat et son historique au sein
de l'équipe des Blue Jackets. Fait qu'ils l'ont donné avec un deuxième choix pour recevoir Harris. Fait que la valeur de Harris était vraiment basse, mais en fin de compte, il y avait un marché pour lui. On avait tous les deux raison. Fait que j'ai bien aimé revisiter ce bout-là qu'on avait parlé. Mais très content, tu sais, c'est parce que chez le Canadien, il y a beaucoup de si. Ça pourrait être les si de Montréal, là. Sur les blessures, sur le défenseur, le défensif qui est jeune, les gardiens de but qu'on sait pas. T'sais, les gros morceaux, là, Dak, Gouli, ils ont des blessures. Lainé aussi, on sait pas s'il va ressortir de ça. Fait que New Hook va être capable de jouer sur le top 6. Est-ce que c'est Josh Roy qui va réussir à aller sur le top 6 ou bien il va rester sur le troisième? Anderson, Gallagher, des si, là, il y en a absolument partout. Mais moi, ce que j'aime de Lainé, c'est que tu peux direct là le mettre sur le top 6. Il ira pas sur le top 9, il ira pas sur le quatrième trio, peut-être des fois, là. Mais tu peux déjà le mettre là, puis il enlève quand même un peu de pression, parce qu'on le sait son shot, là. Même s'il fait une saison médiocre, probablement qu'il va te péter 20 buts. Fait qu'il enlève un peu de pression quand même aux autres marqueurs de la formation. Il permet de ne pas rusher Josh Roy sur le deuxième trio, troisième trio. Permet de mettre Alex Newhook dans un rôle d'ailier rapide qui va chercher les rondelles, qui crée un peu d'offensive. Lainé a connu ses meilleurs moments dans la nationale de hockey avec Nikolai Ehlers. Ehlers puis Newhook, c'est pas le même joueur, mais les deux jouent à rythme très élevé en récupération de rondelles pour créer l'offensive. Ça pourrait très bien aider Lainé. Puis le fait de se départir de Kovacevic et plutôt en saison et de Harris, ben ça permet d'enlever le maudit carrousel en défensive ou au moins la menuiser parce que tu as quand même d'autres défenseurs qui arrivent. Puis une des affaires qui avait nuit à Jordan Harris avec le Canadien de Montréal, c'est que ça allait super bien l'année passée. Il trouvait son rythme. Puis là, il se faisait mettre dans les estrades pour faire jouer Jokai ou pour faire jouer Barron ou d'autres. Puis quand il revenait, il était poche. Fait que c'est pour un joueur qui est habitué de jouer 25 minutes par match dans la NCAA, il en jouait 15, 16 minutes, 17 minutes dans la nationale de hockey. Je n'ai pas cherché ces chiffres. Là. Ça allait bien. Ça allait, quand il revenait, ça allait pas super bien. Il reprenait son rythme. Il se faisait remettre dans les estrades pour faire jouer un autre joueur. Fait que je trouvais que ça jouait beaucoup sur lui. Pour Jokai aussi. Pour Barron aussi. Fait que là, en enlevant ces deux, Kovacevic et Harris, ça aide. Fait que pour moi, il y a juste du positif. Puis c'est pas moi qui paye son salaire. Fait que j'ai aucun problème avec ça. Ouais, puis tu sais, le salaire, c'est souvent quelque chose qui était comme critiqué, évidemment, quand on regardait les bons vieux commentaires sur les réseaux sociaux, mais tu sais, oui, c'est un salaire élevé, mais il y a de la place à la masse salariale. Ben oui. Puis Montréal a les moyens de verser le salaire pur aux joueurs. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu peux te permettre de faire le gamble, puis de l'accueillir. Je pense qu'il dépasse de quelques centaines de milliers de dollars, ça va juste requérir de dropper un joueur d'un mineur, puis après ça, de mettre Carey Price sur la LTA, si c'est possible. Je pense que Hughes ne veut même pas le faire. Fait que tu sais, c'est comme... Ils vont être capables de s'arranger sa masse, puis au pire, Carey Price sur la LTA, puis ça leur donne 10,5 millions de plus pour s'amuser. Ouais, fait que non, c'est ça. Il y a des bonnes chances que juste avec les mouvements Ligue américaine, Ligue nationale, à l'issue du camp d'entraînement, le CH va être cap compliant. Là. Dans le fond, ils vont arriver avec le plafond salarial projeté. Fait que, puis une fois que la saison va commencer, ben effectivement, ils vont pouvoir placer Price sur la liste des blessés à long terme pour se donner une marge de manœuvre supplémentaire. Lainé a de l'air d'un peu un caméléon, c'est-à-dire quand il est dans un environnement toxique, ça va pas bien pour lui mentalement, puis il est beaucoup sur l'autocritique aussi, il se met beaucoup de pression. Je pense que c'est Mathieu Perrault qui en a parlé à la Poche Bleue. J'ai vu ça passer, qu'il en parlait. Qui a joué avec Patrick Lainé, surtout au début de la carrière dans le national de hockey de Patrick Lainé avec Winnipeg. Il me disait que c'est un gars qui se mettait beaucoup de pression, puis que des fois, il se critiquait outre mesure. Il voulait le big stage, il voulait le gros, juste l'avantage numérique. Puis il pouvait être très négatif ou pas chialeux, mais bourrasseux quand il l'avait pas. Mais ça, il avait 18, 19, 20 ans. C'est un choix, c'est le deuxième overall. Il voulait être meilleur que Matthews. Manque de maturité, assurément. Il a quand même une petite attitude. C'est un gars cocky. Là, ça n'a pas bien été. Il a été échangé. En fait, Wheeler puis Scheifele s'en ont occupé. Il est parti contre Dubois, un autre problème. Très bon travail du DG. Puis là, à Columbus, c'est ça. C'est revenu les problèmes de santé mentale. Travaille sur lui, blessure, opération, toute la saison l'année passée. Là, il ressort de là, grandi, s'est marié, fait un programme avec sa blonde pour la santé mentale.
Fait que, tu sais, c'est un nouveau départ. C'est sûr qu'il en avait besoin d'un troisième dans la nationale de hockey. Il arrive dans un environnement, je crois, qui est très positif, les Canadiens de Montréal. Comme il en parle, Martin Saint-Louis faisait partie des joueurs, pas des joueurs, mais des points positifs de l'organisation. C'est une des premières affaires qu'il a abordées, que les journalistes lui en ont parlé. Fait que, tu sais, c'est à lui. Là, il faut qu'il réussisse à produire sur le big stage. C'est à lui à répondre aux attentes dans le top 6 des Canadiens, qui est, ma foi, meilleur que l'année passée. Oui, il rajoute une année aux jeunes, mais c'est vraiment plus... Si tout le monde tombe un peu plus dans sa bonne chaise, si tout le monde produit, ben, performe comme l'année passée en deuxième moitié de saison, surtout avec Slavkovski, puis que Dak arrive en forme, beaucoup de si, mais ça ressemble à un top 6, puis l'année prochaine, t'as Ivan Demidov qui va être là. Fait que lui, j'ai particulièrement hâte de le voir. Ouais, tu sais, pour l'acquisition de l'aîné, tu sais, moi, je sais pas si ceux qui ont consulté la capsule, c'était je pense que c'était au début de l'été. Tu sais, moi, personnellement, là, le joueur en tant que tel, je touchais pas à Patrick Laine pour plusieurs raisons. D'abord, pour ce qu'on a, tu sais, ce qu'on sait de lui au niveau du hors-glace, tu sais, au niveau de ses habitudes qui étaient malsaines peut-être à l'extérieur de la patinoire. Puis aussi sur la patinoire, parce que Patrick Laine, c'est pas le modèle de constance non plus en matière d'effort sur la patinoire. Il est capable, mais c'est vraiment inconstant. C'est ça. Vraiment, vraiment. Fait que ce manque de constance-là, puis tu sais, les joueurs qui étaient disponibles sur le marché d'un dernier temps pour le CH, on a parlé de Dubois tantôt, tu sais. On dirait qu'on oublie des fois ces facteurs externes-là sur le fait que, tu sais, moi, Dubois, j'ai toujours trouvé que c'était un joueur, que c'était une princesse. Puis il y a plusieurs personnes qui savent ce fait-là. Tu sais, dans le junior, il a choisi l'équipe où il voulait aller jouer. À Columbus, il a boudé sa patinoire parce qu'avec Tortorella, ça faisait pas son affaire. À Winnipeg, il y a eu de la misère aussi. Avec Los Angeles, ça a été la même affaire. Mais malgré tout, avant qu'il aille à Los Angeles, le monde à Montréal le voulait pareil, tu sais, Dubois. Fait que on est prêt à oublier bien des affaires quand un joueur potentiellement talentueux ou qui est déjà talentueux, qui a mis des points, ben c'est ça. Puis on a tendance à oublier certains facteurs. Fait que, tu sais, pour moi, l'année, je ne touchais pas à cette cible-là. Quand la transaction est survenue, j'ai été très honnête. Je l'ai rementionné sur mon compte Twitter parce que c'est ce que je croyais, puis je laisse des traces, puis je l'assume. Mais quand j'ai vu le prix, c'est impossible de chialer. Le CH a reçu un choix de deuxième ronde en plus. Moi, personnellement, j'aurais jamais donné un choix de deuxième ronde pour Jordan Harris one-on-one. Fait que, tu sais, rendu là, tu reçois l'aîné en plus. Hey, tu chiales pas, tu le prends, puis la titre. Surtout qu'il y a le contrat de 2 ans, puis que tu vas pas gagner. Là. Ben, c'est ça. T'sais, le pire qui peut arriver, là, c'est que, mettons, l'aîné, il joue presque pas parce qu'il est tout le temps blessé, il produit pas, puis dans 2 ans, il s'en va sur le marché des joueurs autonomes, puis ça aura été ça. T'sais. Ça aura pas coûté rien. T'as pas perdu d'assets nécessairement. Tu récupères un choix de deuxième ronde qui, à mon sens, a peut-être un petit peu plus de valeur sur le marché transactionnel qu'un Jordan Harris. Fait que, rendu là, c'est impossible que le CH soit perdant. Fait que pour ça, moi, je lève mon chapeau à Kent Hughes. Même si Patrick Laine, c'était pas un joueur que j'aurais ciblé. Maintenant, tout ce qui reste à espérer, c'est qu'il retrouve sa touche. C'est un gars il est bourré de talent, on le sait tout. Là. Les intervenants, des joueurs qui ont joué avec, il y a beaucoup de monde là, qui sont prêts à dire que Laine est talentueux. C'est pas pour rien qu'il a été repêché deuxième non plus à son repêchage. Mais tu sais, est-ce qu'il va être capable de redevenir ce joueur-là? Ça reste à voir. Tu l'as mentionné, Pascal, je suis d'accord sur ce point-là. Je pense que l'environnement actuel à Montréal, avec ce qui est en place, au niveau des coachs, au niveau des joueurs, au niveau du noyau présentement, je pense que ça peut être favorable pour Patrick Laine. Je pense qu'il est dans un bon environnement pour retrouver sa touche. Puis tu sais, dans le meilleur des mondes,
il performe à la hauteur d'un marqueur de 40 buts pour 2 saisons. Puis là, tu as l'option de le signer ou de l'échanger à très gros prix. C'est ça. Puis Kent Hughes va encore avoir gagné son pari. Fait que, tu sais, Ouais, on peut pas chialer du travail. c'est ça. Tu peux pas être perdant dans cette transaction-là. Là. Honnêtement, c'est impossible. T'sais. Ouais, puis tu sais, j'aime bien quand Kent Hughes a fait la conférence de presse après avoir fait l'acquisition de Laine. J'ai bien aimé qu'ils disent que, tu sais, quand il a parlé aux joueurs, il a dit le passage de Laine à Montréal, je veux pas que ce soit déterminé par s'il réussit à faire des saisons de 30, 35 buts, 40 buts, 45 buts, 50 buts. Je veux qu'il aide l'équipe à progresser puis à performer à la hauteur de son talent. T'sais. Laine a répondu, pardon, moi je veux être un joueur de 40, 50 buts, c'est juste drôle. Mais tu sais, Hughes, il parle vraiment du concept d'équipe, de l'aspect positif de la chose, de jouer pour les Canadiens de Montréal, puis de ne pas mettre la pression sur le nombre de buts que tu as fait, c'est plus la pression de ta contribution au sein de l'alignement. Fait que j'ai vraiment aimé cette phrase-là de Kent Hughes, puis de sa mentalité pour les joueurs aussi. T'sais, tout le monde c'est un business, tout le monde est un asset. Jordan Harris est un leader, c'est un gars impliqué dans la communauté, mais veut pas, c'est une business, on était capable de faire améliorer l'équipe possiblement à court terme et peut-être même à long terme si tout va bien. Fait qu'il a pull le trigger, puis chapeau à eux autres. T'sais, le Canadien est impliqué dans pas mal d'affaires parce que oui, Freeman en a parlé, Renaud Lavoie aussi, mais dès qu'il y a eu l'échange de Laine, McGroarty a sorti. Après ça, c'est qui d'autre déjà? Askarov est sorti. Fait que je pense qu'on pouvait penser que le Canadien était quand même de sérieux candidats pour ces deux joueurs-là, parce que ça a été quasiment coup sur coup. Là. Fait que ça a failli être une été assez épique. Est-ce que ça pourrait continuer peut-être? Stu Cohen en a parlé dans un podcast avec Tony Marinaro, je pense. En tout cas, au Sick Podcast. Il dit peut-être que ça ne sera pas terminé. C'est dit oui ou non 50%. Fait que c'est sûr qu'il pourrait avoir d'autres affaires, mais peut-être des PTO. T'sais. Fait que non, je pense pas qu'on peut chialer sur l'été ou même sur depuis qu'il est engagé Kent Hughes. Là, c'est juste du bon travail selon moi. Là, bref, très content. Quel rôle tu vois pour Patrick Laine dans l'alignement pour la prochaine saison? Un gars devant le net qui va dans le fond, c'est une joke. Je sais qu'il est capable de contribuer physiquement, mais ça va être son shot, ça va être l'avantage numérique, ça va être de s'imposer dans l'enclave, dans le trafic pour aller rechercher rondelles. C'est pas vraiment ça son rôle habituellement, mais tu sais, si tu veux pas juste être vu comme un joueur qui marque des buts, mais il faut que tu contribues un peu plus. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire sur la glace pour être identifié outre comme un marqueur de but. Mais c'est sûr qu'à la base, c'est ça. Fait qu'avantage numérique, jouer sur le top 6 avec des bons joueurs pour faire les tirs sur réception, puis genre utiliser sa portée et tout. C'est un gars qui est bon dans le rush aussi, dans les contre-attaques. Peut être étonnant au niveau de la mobilité. Fait que c'est ce que je vois. Un gars dangereux, dans le fond, une menace constante qui doit être sur le plan de match adverse. Ça a toujours été ça. Ça sera toujours ça, Patrick Laine. Puis j'espère que ça va l'être encore à Montréal. J'ai scouté beaucoup aujourd'hui Alex Newhook pour les Canadiens parce que demain j'enregistre un podcast en anglais. ça va être rocambolesque, pas mal. Je vais ressortir mon anglais de cégep première année. You'll do fine. Oh ouais, je vais essayer de me débrouiller. C'est l'habitude de parler en anglais qui est plus difficile. Mais bref, ça va être pour parler justement de la progression d'Alex Newhook, les attentes cette année et tout. Puis en le regardant, je voulais aussi regarder au niveau des rôles sur l'avantage numérique. Quel va être le rôle d'Alex Newhook par rapport à, évidemment, l'arrivée de Patrick Laine. Pour ce qui est de Newhook, je vous inviterai à écouter le podcast dans lequel je vais participer, mais en regardant Patrick Laine, je voulais voir son rôle l'année passée avec les Blue Jackets, ça ressemblait à quoi? Majoritairement, il jouait sur son côté one-timer. C'est tout le temps ça. Du côté gauche. Mais j'ai vu quelques matchs, en fait, quelques présences en avantage numérique. Là. Dans le fond, j'ai regardé des chiffres by chiffre en powerplay pour voir un peu comment il se débrouillait. Puis, on l'a utilisé aussi à la pointe droite. Comme Suzuki, ouais. Pointe droite, ouais. Comme Nick Suzuki. Puis, c'était
affreux. Ouais. Honnêtement, là, hein, c'était épouvantable. Là. Et quand la pression arrivait, là, tu voyais qu'il était pas à l'aise. OK. Aucune aisance, très peu de... Suzuki maîtrise bien cette position-là, Oh, honnêtement. oui. Tu sais, quand il rentre vers l'enclave pour prendre son tir, il est très dominant quand il fait ça. L'année, c'est pas naturel, mais pas pantoute. Fait que, tu sais, honnêtement, moi, en powerplay, si tu le mets pas sur le côté one-timer, je vois pas où tu vas le mettre parce que je le vois pas bumper non plus. Puis je vois pas prendre la place à Suzuki sur la première ligne à la pointe droite. Fait que c'est. Est-ce que là, ça va être le fun à voir, tu sais, parce que Martin Saint-Louis va avoir des options. Quand même plusieurs, tu sais. Est-ce qu'on va tasser Caulfield de l'avantage numérique pour mettre l'année? Est-ce qu'on va mettre Caulfield sur son côté renversé qui est pas du côté one-timer? Est-ce qu'on va utiliser Caulfield sur le bumper comme avec l'équipe américaine? Tu sais? Ça va être des choses à voir. Moi, personnellement, bumper, je trouve que Newhook fait une très bonne job. Fait que je ne le Ouais. tasserai pas de là. Euh, mais enfin, tu sais, sur l'avantage numérique du Canadien l'année prochaine, je sens qu'il va y avoir des options. Tu sais. Il y a Slav qui est excellent à droite. Tu sais, fait que Ouais. c'est ça. Quand, Il va y avoir quand des, il va y avoir Matheson, des il fait des options. passes. Mais tu sais, imagine, tu as un Patrick Laine sur une deuxième vague, à la limite. Tu sais, ça devient intéressant quand même. Tu sais. Ouais, Surtout si tu as avec un. Hudson. J'allais dire Mayou, là, mais bon. Mayu, c'est pas un quarterback qui va créer beaucoup d'offensives. Créer son offensive avec son tir. Ouais. C'est pas vraiment quelqu'un que j'ai confiance en son IQ pour être vraiment créatif ou bien efficace dans ce genre de situation-là. Je pense plus qu'avec les Hudson, ça serait pas le plus intéressant, je pense. Ouais, c'est sûr. Ça va être un débat de début de saison de savoir qui des deux va débuter ou peut-être les deux qui vont débuter à Montréal. Ouais, c'est des belles épisodes à venir, des beaux débats, des beaux schémas sur des petits papiers en faisant les trios, les paires. Là, c'est Ouais. tout le temps le fun de faire ça. Ouais. Chose certaine, Patrick Laine, pour terminer, pour boucler la boucle, il va être assurément sur le top 6. Moi, je le vois avec Dak sur le deuxième trio. Le trio de l'infirmerie qu'on va gentiment appeler. Honnêtement, j'espère que les deux vont rester en santé. Là, Moi aussi. parce qu'on parlait des si, tout à l'heure, puis ça en fait partie, là, Dak, Lainé, ça va-tu rester en santé, Suzuki, c'est un cheval de bataille assez résistant, là, il est pas Ouais. tant blessé, puis ça, il faut pas qu'il tombe au combat, là, parce que là, c'est qui va prendre sa place, c'est tout ça, là. Fait que ça va être intéressant à suivre, mais moi, tout ce que j'espère, en tout cas, c'est que Lainé, qui connaisse une bonne saison, puis que l'année prochaine, t'as Ivan Demidov qui se joint au top 6. Slav, Suzuki, Caulfield, Dak, Demidov, l'année, c'est un top 6 très alléchant. À mon Oui, sens, là. Puis tu sais, je suis pas un partisan des Canadiens particulièrement. Je les suis pour, évidemment, le site, parce que c'est l'équipe d'ici, puis mais dans les dernières années, j'ai pas bien été emballé sur des top 6 autant que ce que je viens de nommer là. C'est impossible. Non, moi non plus. C'est quelque On chose est qu'on n'a loin de pas vu l'époque depuis. de Gomez, Camilleri, puis les temps de Jeune temps. Plekanec, en tout respect à Plekanec. Ben, Plekanec, Kovalev, Ribeiro, ça pouvait être, tu sais, dans ce temps-là, là, mais Higgins, Chris Denis Higgins. Sarek avec Markov. Les frères K. Puis... Ouais. Ah non, ça fait longtemps que le Canadien n'a pas été aussi prometteur. Puis tout d'un coup, c'est parce que on a reconstruit comme il faut. Tu sais. On pourrait même continuer dans le temps, mais je pense que là, le Canadien veut tourner le coin, puis c'est correct. Je pense pas que c'est un problème, là, surtout avec l'année qui arrive. C'est comme, bon, OK, le Canadien va en prendre un step. Il va aider à ça. Est-ce qu'il va être là à long terme? Peut-être pas. Il y en a déjà parlé aussi, Cathy, là-dessus. Mais ils veulent prendre un step dans le développement du corps de l'équipe. Bien correct. On peut recommencer à reprendre pour notre équipe, selon moi. Puis c'est le repêchage, le top, cette année, est vraiment profond. Il y a les 10, 11 premiers choix projetés, là, projetés, selon moi, sont de très haute qualité. Fait que c'est pas grave si tu finis pas top 5 au repêchage.
On est le 26 août, Pascal, au moment d'enregistrer cet épisode. Je te pose la question. La réponse se doit d'être rapide, puis on revisionne le tout dans les épisodes de début de saison et tout au long de la saison. Est-ce que selon toi, le Canadien a ce qu'il faut pour se présenter en série l'année prochaine? Non. Non, trop de si. Trop de si, ça a été ça les 2 dernières saisons aussi. Trop de si en défensive, trop jeune, trop de blessures dans les dernières années, des gardiens de but également un peu coup-ci coup-ça des fois. Tu sais, Montembeault, oui, c'est un gardien numéro 1, mais si, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de si dans son jeu. Tu sais. Pas le gars le plus constant, surtout derrière ce genre d'équipe-là. Mais est-ce qu'ils vont jouer des matchs meaningful, dans le fond, qui valent de quoi jusqu'au printemps? Jusqu'en février, probablement, selon moi. Mais c'est une division vraiment difficile qui s'est améliorée. Fait que faut prendre ça en compte aussi. Mais tu sais, il y a quand même possibilité que le CH soit dans le mix vraiment longtemps. Mais je pense pas qu'ils vont faire la cote. Prédiction à revisionner. Je suis sur la même longueur d'onde, Moi, moi je aussi, sais. Pascal. Mais prédiction à revisionner dans les prochains mois. S'ils les font, parfait. Ça me dérange pas. On conclut ce premier bloc de l'épisode. Je rappelle à ceux qui nous écoutent sur les plateformes publiques, la deuxième portion de l'épisode est accessible sur Patreon seulement pour le top 50 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, des meilleurs espoirs, pardon, de la Ligue nationale. Mais avant, dans le dernier bloc, on va commenter 2 transactions qui sont survenues. La première, Rutger McGroarty, pardon. Root beer. Root beer. Rutger McGroarty qui passe des Jets aux Pingouins de Pittsburgh, une transaction qui m'a grandement emballé pendant 2 microsecondes jusqu'à temps que je vois que les Pingouins ont donné Braden Yeager en échange. Ils ont donné Yager, hostie. Ouais, moi qui voyais un nouveau Yager avec les Pingouins, mon rêve s'est éteint. J'aurais espéré qu'il se fasse pousser les cheveux, là, une grosse molette, là, bien frisée. Oui. Transaction 1 pour 1. Rutger McGroarty, grosso modo, espoir de la NCAA qui n'a pas voulu signer son contrat d'entrée avec les Jets de Winnipeg. En fait, il ne voyait pas vraiment le fit. Il y a eu plusieurs histoires qui sont sorties là, au niveau de mésententes sur le moment qu'il allait débuter dans la Ligue nationale et tout. Fait que il y avait des rumeurs qu'il voulait signer l'année passée, puis ça ne s'est pas concrétisé. Bref, genre d'histoire un peu à la Cotter-Gauthier-ish, à peu près. Là. Donc, les Jets n'avaient pas de chance de signer McGroarty. On s'en sort quand même très bien en subtilisant le meilleur espoir des Pingouins de Pittsburgh en Braden Yeager. Pascal, comment tu as vu cette transaction-là, 1 pour 1? Ben, pas étonné qu'il ait réussi à quand même pogner un bon prospect, mais je pense qu'il perd un peu en valeur. Mais tu sais, Yeager, tu peux le mettre partout dans ton top 9 dans les prochaines années. Puis si l'offensive décloche, c'est un très bon marqueur de but aussi. Il n'y a pas vraiment de problème au niveau de son patin. Tu sais, son repêchage, c'était peut-être pas son point fort, là, mais depuis ce temps-là, il a quand même travaillé là-dessus. C'est un gars vraiment intelligent. Fait que ça fit dans la philosophie ça fitait dans la philosophie de Pittsburgh. Puis là, à Winnipeg, il arrive dans une équipe qui a besoin du cheap labor comme ça. Fait que je pense que ça va quand même fonctionner. Puis, tu sais, McGroarty, mais il arrive dans une équipe qui est sur une fin de cycle. Pas mal. Fait que, tu sais, je suis content pour lui. Il va avoir une place, c'est sûr et certain, parce qu'encore une fois, c'est une autre équipe qui cherche du cheap labor aussi. Puis si il fait l'équipe, ben, c'est un gars mean, c'est un gars qui, oui, a des problèmes de patin, mais il est très intelligent, bonne anticipation, il est quand même rugueux. Ça le dit dans son prénom. Fait que, tu sais, je crois que le risque est plus du côté Winnipeg, mais tu sais, le joueur ne voulait pas juste signer là, si tu veux faire. Fait que c'est ça. Tu sais, le développement de McGroarty est assez intéressant. Mais l'attitude enlève beaucoup de valeur au choix, selon moi. Donc, l'échange est fair à mes yeux. Puis, ben, j'aurais aimé savoir Yeager aussi à Pittsburgh. J'étais un peu déçu. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est pas Pickering qui allait payer McGroarty. Non, exact. Puis, tu sais, moi, c'est sûr que j'aurais aimé que les Pens gardent Yeager pour avoir justement McGroarty. Puis,
il y a quelques journalistes à Pittsburgh qui peut-être entrevoyaient Yeager commencer la saison à Pittsburgh, là, comme Ouais, troisième centre. Là. Fait que je pense qu'il va avoir la place pour lui. c'est ça. Fait que tu sais, l'argument que Rutger McGroarty est plus près de la NHL que Yeager, je l'achetais parce que c'est quand même vrai au niveau du style de jeu puis du fait que McGroarty pourrait jouer une saison complète l'année prochaine dans la Ligue nationale, ce qui est peut-être moins le cas de Yeager. Mais Yeager était pas si loin que ça. Là. À Pittsburgh, c'était déjà peut-être dans les plans de le faire commencer au début de la saison. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir avec les Jets parce que c'est pas une formation qui développe très bien ses espoirs. On l'a dit quand même souvent. Puis, tu sais, à la limite, Yeager, avec ses performances dans le junior, devient quand même une monnaie d'échange intéressante pour les Jets qui veut quand même rester dans le portrait des séries. Tu sais, fait que puis c'est ça, McGroarty, moi je m'attendais pas à ce qu'il reçoive un prix comme ça, considérant que c'était rendu public que le gars ne voulait pas signer. Là, fait que on est un peu dans les transactions comme Cotter-Gauthier dans le fond. Là, Gauthier, Drysdale, McGroarty, Yeager, ça se ressemble quand même beaucoup en termes de qualité de prospect puis de valeur transactionnelle. Fait que, moi j'ai vraiment hâte de... Quand tu échanges deux des meilleurs espoirs, là on parle de la comparaison avec Drysdale. Drysdale, c'est pas le meilleur espoir des Ducks que les Ducks avaient, mais presque. Mais là, présentement, McGroarty, c'était le meilleur espoir des Jets, à mon avis. Yeager, c'est le meilleur espoir des Pingouins, à mon avis. Fait que j'ai hâte de voir comment les chemins vont se croiser ou vont s'éloigner pendant leur carrière aux deux. Je me demande qu'est-ce que ça aurait coûté, parce que, tu sais, Kent Hughes était là-dedans, il était dans ce dossier-là. Je me demande qu'est-ce que ça aurait coûté aux Canadiens. J'ai vu Wenbeck, mais oublie ça, Wenbeck, ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens de dire Wenbeck avec un choix. Là. Non, visiblement, il voulait un 1 pour 1. Là. Fait que, tu sais, Mailloux, c'est sûr ça n'aurait pas été Renbacker ou bien un Hagee. Tu penses que ça aurait été Hudson qui aurait pu offrir? Je pense pas, moi. Je pense pas qu'il aurait dit. C'est sûr, ça aurait accroché, je crois. Parce qu'il. C'est notre bébé. Mais je pense que Mailloux aurait été dans le mix. C'est sûr, ça aurait pas été Barron. Mais faudrait que je regarde les espoirs des Canadiens de Montréal. Mais dans ma tête, ça aurait probablement été Logan Mailloux. Ben, tu sais, mettons, Braden Yeager, tu le mettrais où dans la hiérarchie des espoirs du CH, mettons, à peu près? Actuellement, en dessous d'Hudson. Il est en haut de Josh Roy? Oui. Il est-tu en haut de Reinbacker, mettons? Non. Il est en bas d'Hudson, Reinbacker, Mailloux. Ben, même tiers que Mailloux, probablement. OK. Bon, ça serait à peu près dans ces ranges-là, effectivement. Ça aurait été intéressant, mais c'est pas grave. J'arrête pas de détester. Mais le Canadien a besoin de droitier aussi, là, fait que c'est ça. Exact. Autre transaction qui est survenue dans la Ligue nationale, et c'est le gardien de but russe. Un des meilleurs espoirs également de la Ligue nationale au niveau des gardiens de but. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que ça me fait penser sur le vif. On a un membre Patreon, Charles Damien, que je salue, fidèle membre du Patreon TSLH, qui a fait une belle suggestion en privé de faire un top 5 ou un top 10 des meilleurs gardiens repêchés, un peu à l'image de ce qu'on a fait pour le top 50 des espoirs de la Ligue nationale, mais juste pour les gardiens de but, un top 10. C'est une idée que j'apprécie quand même, puis je risque de m'y lancer, fait que surveiller le Patreon, je vais peut-être sortir... J'en ai dans mon top 50 qui est exclusif au Patreon, mais il n'y en a pas 5. Ça pourrait être intéressant. Je me pencherai effectivement sur la question. Mais tu sais, Askarov est assurément au sommet dans ces espoirs-là. Grosso modo, Askarov était coincé dans la structure des Preds en raison de la prolongation de contrat de UC Saros, qui a signé pour 8 ans de mémoire. 8 ou 7 ans? 8 ans, je pense. Beaucoup, 8, là. 8 beaucoup. C'est comme 7,7 millions. Là. Ça, je suis pas mal sûr que c'est 7,7.
Fait que, tu sais, à long terme, c'était difficile pour Askarov de se projeter comme le gardien de but numéro 1. Parce que lui, C'était impossible. Ouais. il se dit numéro 1 dans la Ligue nationale. T'sais. Puis c'est correct de le penser. Puis je pense qu'il a le potentiel. T'sais. Dans ses 2 dernières saisons dans la Ligue américaine, il a montré qu'il est prêt au prochain step. Fait que c'est quand même légitime. C'est peut-être cocky. Ça fait partie du personnage aussi. Je pense qu'Askarov va montrer depuis son arrivée en Amérique du Nord que sur la patinoire, c'est un drôle de numéro. C'est un showman. Exact. Moi, j'adore ça. Honnêtement, rien contre ça. Ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas non plus. Oui, on peut trouver ça tannant, mais encore une fois, Hughes était dans le mix pour lui. Fait que ça ne doit pas être si tannant que ça. Mais oui, ce talent-là est vraiment intéressant. Le retour, c'est un gardien de but, ça a toujours moins de valeur. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que je me rappelle quand on compare des transactions de gardiens de but, on reste tout le temps surpris. Là, parce que là, il y a en retour, les Preds reçoivent David Edstrom. Ouais, Edstrom, top 10, un choix. Ouais, pas de Vegas, top 10 protected. Puis après ça, un gardien de but, là, Cora, en tout cas, bref, on s'en fout un peu. Puis non, c'est ça, c'est pas. David Edstrom, c'est un bon espoir quand même. C'est un Owen Beck, là, c'est un gars de fin de première ronde qui est solide quand même, bon gabarit, capable de jouer dans les deux sens et tout. On irait voir les courses qu'on a sur lui, qui est échangé 3 fois à date. Là. Il a fait 3 équipes, je pense. C'est le deuxième échange qui était impliqué dedans, je pense. Ouais, il était repêché par Vegas. Ouais, fait que là, tu sais, dans le fond, ils ont comme donné ce qu'ils ont reçu pour RTL. Ah, exact. Askarov, mais je suis tellement content pour San Jose, sérieux. Ouais, là, ils ont leur blue chip gardien, là, ils ont leur espoir dans le filet. Ouais. C'est ce qui manquait dans la reconstruction, en fait. Ouais, c'est assuré, un gardien assuré d'être quand même NHL. Lui, il est prêt. Est-ce qu'il est prêt à autant? Il y a quand l'autre gardien dans leur... il y a 28 ans, il y a 27-28 ans. Ben là, présentement, ils ont Mackenzie Blackwood puis Vitek Vanecek. Ouais, duo, là. C'est ça. Ouais, je me trompe avec l'autre équipe. Mais ouais, fait que tu sais, c'est vraiment encourageant pour les fans, s'il y en a, de cette équipe-là. Je pense qu'il y a un certain Reptile qui est dans un autre podcast qui les aime beaucoup. Fait que je suis quand même très positif pour cette équipe-là. Je pense qu'on est tous d'accord. Le camp d'entraînement va être intéressant pour eux autres, avec Quentin Musty, avec Will Smith, Hedlund, tout ça. Fait que Celebrini aussi. Fait que, watch out! Ils vont perdre encore longtemps, mais quand ils vont commencer à accumuler encore plus de défenseurs, en plus, ils ont Sam Dickinson, les enfants. Fait que c'est ça. Ouais, ils ont, en l'espace de quelques mois, ils ont mis la main sur leur centre numéro 1, Macklin Celebrini, sur leur potentiel défenseur numéro 1 dans le pipeline en Sam Dickinson et sur leur gardien numéro 1 en Yaroslav Askarov. Puis Chernyshov qui s'en vient en Amérique du Nord aussi. Oui, qui va jouer dans la OHL, d'ailleurs. Ça m'a quand même surpris comme décision, mais... bien content. Ça va être intéressant. T'sais, moi, l'année passée, j'avais un petit peu de misère à accrocher sur son offensive qui était parfois pas vraiment là, mais avec un style de jeu professionnel comme il y a, maintenant dans la OHL, puis là, je me rappelle pas de l'équipe là, exactement. Pas Sagina? Oui, je pense que c'est ça. Fait que non, ça va. J'ai l'impression qu'il pourrait s'imposer parmi les meilleurs attaquants du pays pour vrai dans le junior. Il jouait pour le Dynamo de Moscou. Puis il y a un autre espoir de cette année qui est signé jusqu'en 2027, Ivan Ryabkin, qui est projeté pour le top 10, qui est avec Moscou aussi. Fait que est-ce qu'on pourrait peut-être penser que ça pourrait les intéresser de résilier son contrat, tout comme avec Chernyshov, pour faire le saut en Amérique du Nord l'année prochaine ou l'autre? Peut-être pensez-y bien aussi. Oui, parce que quand l'ouverture est faite pour un joueur, ben l'ouverture est là pour d'autres. Fait que exact. C'est ça. Mais non, pour revenir à Askarov, honnêtement, c'est dommage pour les Preds. C'est quand même un choix de première ronde, pas qu'on a gaspillé, mais Saros, je pense qu'on jusqu'à temps qu'il montre de la constance dans ses performances dans la Ligue nationale, on a quelque peu douté en raison de son gabarit, de savoir est-ce qu'il va être vraiment un gardien numéro 1. Puis, au final, il a fait ses preuves, puis on lui a donné le contrat qui va avec, puis ça a été mérité. Moi, ce que j'ai bien ri de ça, par exemple, c'est Barry Trotz qui, 5 jours avant la transaction,
après que les rumeurs que Askarov a demandé une transaction là, ont sorti, Barry Trotz qui dit devant les médias non, Askarov, là, il est sur l'alignement puis il va être présent au camp d'entraînement. 5 jours après. Parti! Mais Askarov, une journée ou deux après, il a dit que c'était pas vrai. C'est ça. Fait que. C'est comme ouf, hein? En tout cas. Mais là, les Preds, ils ont 3 choix de première ronde, je pense, au prochain repêchage. Puis c'est pas une équipe qui reconstruit. Fait que le chaos is coming. Ils ont des munitions à côté pour la date limite des transactions. Un petit Lainé, peut-être, ça leur tenterait dessus. Je penserais pas. Je pense pas qu'il ait genre aimé le western. Mais un petit Dvorak, peut-être. Pas contre un choix de première ronde, là. Mais un petit Matheson, peut-être. Si ça va bien avec Lane Hudson. Matheson, là, je pense pas qu'il va rester, même si ça me dérangerait pas, parce que c'est un très bon vétéran. Il vient de site, puis je sais qu'il est apprécié dans l'équipe. Ça me dérangerait pas. David Savard, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la début de transaction, il peut rester. Là. Mais Matheson, si tu veux vraiment optimiser sa valeur, c'est cette année, il faut que tu l'échanges. Est-ce que ça va tenter à Hughes? C'est le message que ça envoie à l'équipe. Là, il a dit que Patrick Laine, c'était comme une récompense à son équipe pour justement leur performance ces dernières années, qu'il voulait, mettons, les faire avancer. Puis là, si tu échanges Matheson, c'est complètement donner un coup de pied dans les couilles à ce que tu viens de dire. Fait que je pense pas que ça s'enligne pour ça, mais si l'équipe est dans le bas fond, c'est la date limite, ça se pourrait très bien qu'il y aille vers ça, mais mettons que je me gagerais pas ma maison là-dessus. Je pense plus que ça va être Dvorak ou ben des joueurs qui finissent leur contrat comme ça. Ça va. J'ai tellement tout le temps tendance à oublier Christian Dvorak qui est dans l'organisation. Ouais. Ça doit être un oubli volontaire. Ouais, c'est ça. Un aveuglement involontaire. C'est parce qu'on le sait qu'il est pas là. T'sais. Dès l'année prochaine, Demidov va être là, New York va être à 3 au centre. Ça va probablement être ça avec Joshua Roy puis un autre Taouin à l'aile. Fait que t'as Owen Beck qui arrive aussi, qui va tenter sa chance aussi au centre. Fait que t'as quand même de la pression qui arrive par en bas, puis Dvorak, de la pression. Ben. C'est quelque chose qui fait changer son rictus facial, ce gars-là. Il n'y a absolument rien qui se passe jamais. Au début, Martin Saint-Louis était là, puis qu'il était là, ça allait quand même bien. S'il y a une bonne saison, il faut absolument qu'il l'échange. Le plus vite possible. Dernière question, puis ça tourne autour du CH, bien évidemment, parce que le Canadien était beaucoup dans l'actualité dans les dernières semaines au niveau de la Ligue nationale. Yaroslav Askarov, selon Elliot Friedman, plusieurs équipes étaient intéressées, dont les Canadiens. Est-ce que, Pascal, tu aurais transigé un espoir ou un membre de l'alignement pour les services de Yaroslav Askarov? Si c'est Daubush... Je pense que ça aurait plus été Primo là, pour faire une place vraiment en haut. Là. En fait, si on se fie, mettons, au prix qui a été payé avec Edstrom, est-ce que tu aurais donné, je donne un exemple, Owen Beck et un choix de première ronde contre Yaroslav Askarov? Puis Primo? Ben oui, mais pourquoi? Le Canadien n'a pas besoin de ça, tu sais. Tu ne vas pas gagner tout de suite. Oui, ça aurait permis de développer dans l'Union de hockey, contrairement à Fowler, que tu peux pas le faire en ce moment parce qu'il est dans la NCAA, puis Daubush qui n'est pas prêt non plus. C'est un joueur qui est prêt à se développer, puis au pire, Fowler puis Daubush, ça devient des joueurs que tu peux échanger éventuellement, ou bien qui vont juste seconder. Le meilleur des deux va seconder Askarov, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a aucun gardien de but qui va goaler 60-65 matchs dans l'Union de hockey, puis être bon pendant tous ces matchs-là. Fait que ça te donnait quand même des options pour les échanger d'autres joueurs, mais tu sais, je vois pas la nécessité nécessairement de le faire. Probablement en plus que ça aurait été le choix de Calgary, Floride, là. Il aurait été dans le mix avec Owen Beck, Sean Farrell ou d'autres joueurs comme ça, là. Mais je vois juste pas la nécessité de le faire. Parce que c'est une des équipes qui a le plus de profondeur au niveau des gardiens de but. Est-ce que Hughes s'est intéressé? C'est sûr qu'il va être intéressé. C'est le meilleur ou le deuxième meilleur espoir à cette position-là qui devient disponible et que sa valeur n'a jamais été aussi basse. C'est sûr que t'appelles. Mais j'aurais bien été... Selon moi, si mettons ça n'aurait pas été l'année, j'aurais intéressé... Ça aurait été le fun que ce soit un duo de joueurs qui arrivent entre Midworthy et Askarov ou
Askarov avec Laine. Mais tu sais, échanger pour échanger alors que tu n'es pas nécessairement prêt à clutcher pour l'avant. Je suis pas sûr que c'était si nécessaire que ça. Puis je suis pas déçu qu'il y ait ailleurs. Surtout pas à San Jose qui va donner une force dans l'Ouest éventuellement si tout va bien. Non, je suis bien d'accord avec toi. J'aurais eu l'impression de faire de virer en rond un petit peu, 4,30 sous pour une pièce. Par contre, il faut juste se rappeler d'une chose. À Nashville, ça fait des années qu'on se dit Askarov, c'est le prochain numéro 1. Ouais. Puis il est parti. Ouais. Fait qu'il va falloir se calmer aussi avec Jacob Fowler. Oui, c'est ça. Ben, Okay. avec Dobush, il n'y a aucun hype. Le monde, il l'oublie. Non, c'est ça. C'est un très bon gardien de but. C'est parce qu'à un moment donné, tu sais, moi, tout le monde au TSLH Podcast, les auditeurs, ils le savent, j'adore Jacob Fowler. J'adore depuis son année repêchage. J'ai milité pour lui aussi. Mais il faut se calmer pareil. Oui. C'est un gardien de but comme n'importe quel. Askarov a plus de potentiel que Jacob Fowler, puis il a fini échangé parce que UC Saros a fini avant lui dans la hiérarchie. Un gars de 6 pieds. Ouais. Fait que est-ce que 5 et 11. Jakub Dobush peut faire la même chose que Saros a fait à Askarov, à Fowler? Absolument. Puis savez-vous quoi? Montembeault pourrait le faire aussi. On le sait pas. T'sais. Montembeault pourrait aussi bien sortir des saisons comme UC Saros, aller chercher un gros contrat, puis Jacob Fowler arriverait puis il ferait comme vous venez de signer Montembeault pour 8 ans, moi je vais être numéro 1 demain matin à Montréal, c'est impossible, échangez-moi. Fait que tu sais, c'est ça. C'est juste un retour à la réalité sur le gros hype de. Parce que on le voit depuis son repêchage puis depuis sa saison NCAA, Jacob Fowler, c'est le prochain Dominique Hachek, c'est un des meilleurs gardiens dans la Ligue nationale à venir. Ouais, c'est ça, on va se calmer un peu. On était dans les seuls qui l'avaient en première ronde de leur liste. Puis là, on est pogné pour calmer le hype. T'sais. Ben oui, c'est ça. Mais ça arrive souvent à Montréal. C'est normal. Les médias, ils prennent ça, puis ils popent ça, puis le jeune, il performe. Lane Hudson, ça a été la même chose aussi. Plusieurs personnes l'avaient quand même en première ronde. Il y en a qui étaient même en top 10 chez Dober. Mais tu sais, c'est juste le hype qui pogne. Mathias Norlinder, c'est un inconnu. Puis là, il était repêché, il y a des highlights, il est hypé aussi. Mais je pense que la majorité des partisans sont quand même, ils se calment un peu au niveau des attentes, là. Mais c'est sûr que Fowler, avec ce qu'il fait, ben, il y a un certain hype, mais je pense que quand il va être prêt à jouer chez les pros, on va quand même être un peu patient avec lui, parce que là, Laval, maintenant, c'est correct, là, il y a des joueurs, mais maintenant, ça va se vider, puis le Fowler va arriver, puis il n'y aura plus de temps de hype prospect dedans. En fait, quand t'es un hype prospect, il joue pas à Laval, il va jouer à Montréal, là. Fait que, tu sais... Quand il va arriver Fowler, il n'y aura plus de Mailloux, il n'y aura plus de Rainbacker, il n'y aura plus de Hudson à Laval. Là. Fait que ça sera peut-être pas aussi facile qu'on peut penser. Ça n'a pas été facile pour Dobush non plus parce qu'il était jeune. Là. Mais ça va être vraiment, vraiment le fun à voir la progression de ces joueurs-là. Alright, c'est ce qui met fin à la première partie de ce podcast pour les gens qui nous écoutent sur les plateformes publiques. N'hésitez pas à vous abonner sur le Patreon pour avoir du contenu exclusif. Pour les membres, petit outro, petite conclusion rapide, puis on poursuit avec le top 50 des meilleurs espoirs de la Ligue nationale de hockey, les rangs 40 à 31.